Alors, cette table ronde a pour titre, le titre de ce congrès, le numérique élèves réunis innove, ce qui révèle l'ambition et peut-être même l'optimisme de la mission laïque. Et l'idée de cette table ronde, c'est de voir si tout cela est vrai, en tout cas si c'est possible et comment. Tous les interlocuteurs précédents ont souligné l'importance de l'entrée de l'éducation dans l'ère numérique et les enjeux qui en découlent. Je souhaiterais maintenant que cette table ronde soit le lieu du témoignage, du questionnement, de la réactivité, donc de la réactivité du public ici présent, des internautes qui nous suivent, parce que donc on vous a expliqué que c'était diffusé en streaming sur le site de la mission laïque, mais que les internautes peuvent également poser des questions avec le hashtag, avec le mot dièse en bon français, MLF numérique. Alors, je vais demander également à mes participants d'être le plus concret possible et de nous parler de leur expérience. Et je vais vous présenter, en commençant par Michel Jacob-Hermès, en bout de ce plateau. Vous êtes directrice de la francophonie, des relations institutionnelles et de la promotion du français sur TV5, donc c'est beaucoup. TV5, la chaîne internationale de télévision francophone. Vous avez une formation en lettres et philosophie, une formation de journaliste, vous avez été professeur de français, donc vous connaissez bien l'enseignement, journaliste pour le quotidien belge Le Soir, présentatrice à la télévision belge RTBF, et puis vous avez été conseillère diplomatique, si je me trompe, il faut m'arrêter, à la délégation Wallonie-Bruxelles, avant d'entrer à TV5 comme directrice de cabinet du président, je pense que c'était Patrick Imos peut-être à l'époque. Et aujourd'hui, sur TV5, vous pilotez un dispositif d'enseignement du français en ligne qui s'intitule « Apprendre et enseigner avec TV5 », avec TV5 Monde, et d'autres modules dont vous allez nous parler tout à l'heure. À vos côtés, Claude Michelet, vous êtes directeur de l'Académie de Paris et donc adjoint au recteur de l'Académie pour l'enseignement scolaire. Vous avez une formation de professeur de mathématiques, donc des univers d'origine un peu différents. Et vous êtes intéressé très tôt à la formation des professeurs et aux fonctions de l'encadrement pédagogique. Ces fonctions se voient aujourd'hui quelque peu bousculées par l'arrivée du numérique, donc je pense que ça va être un sujet fort de notre débat. Il est peut-être intéressant de souligner d'ailleurs que votre expertise n'est pas franco-française, puisque dans vos fonctions successives, vous avez exercé en Iran, en Côte d'Ivoire, en Polynésie, mais aussi dans l'Essonne, le Val-de-Marne et je crois même l'Hérault. Alors, Serge Bergamelli qui réagit quand on parle de l'Hérault. Vous êtes directeur de l'ESEN, donc l'École supérieure de l'éducation... Du CNED, pardon. Absolument. Alors, attendez, là, il y a un petit souci, effectivement... Voilà. Bon, écoutez, je crois que le plus simple dans ce cas-là, pour résumer, parce qu'en fait, je vous explique, j'ai un petit bug, donc problème du numérique. Je vais vous donner la parole pour vous expliquer, vous présentiez directement. Écoutez, bonjour, oui, Serge Bergamelli, je suis directeur général du CNED. Voilà. Alors j'ai vu que vous avez puisé dans l'expérience professionnelle de mes prédécesseurs, donc j'ai commencé dans une vie très lointaine par une agrégation d'histoire, donc ensuite j'ai eu une carrière en administration centrale, chef de bureau, sous-directeur, j'ai fait visiter un petit peu les arcanes de certains départements ministériels. Plus sérieusement, pendant 10 ans, je me suis occupé du numérique à la Caisse des dépôts, c'est-à-dire que j'ai basculé dans le développement numérique en touchant ce qu'on appelle les infrastructures, et notamment avec Catherine, ça fait bien rigoler nos groupes de travail, toute la question des couches basses. Alors qu'est-ce que c'est que ce jargon? C'est tout ce qui permet au numérique de se déployer, dont on parle très peu souvent parce qu'on trouve que ce n'est pas noble. Infrastructure, réseau, support de télécommunications, infrastructure optique, réseau LAN, tout ce qu'on trouve dans une entreprise et qu'on a parfois du mal à trouver dans un établissement scolaire. On en parlera tout à l'heure. Voilà, la connexion étant revenue, j'ai eu une autre information qui n'a rien à voir. Est-ce vrai que vous vous êtes occupé des sites d'organisation de la Coupe du Monde en 98 ? Oui, c'est la tâche, c'est ça.
Oui, en fait, je me suis occupé de ce qu'on pourrait appeler la coordination des systèmes d'information pendant un grand événement. Est-ce que c'est pour ça que les Bleus ont gagné? Non, ça n'avait absolument rien à voir avec le sport. Je me suis très peu occupé de sport. Par contre, puisque vous avez ouvert le sujet, faire vivre des sites d'organisation avec toute l'infrastructure logistique et numérique, sous des enjeux de sécurité, de performance, voilà, ça oui. Bon, donc là, je passe à monsieur qui est à côté de moi, donc monsieur Penazol, qui est donc le directeur de l'ESN. Là, on est bien d'accord. Et alors, vous êtes donc directeur de l'École supérieure de l'éducation nationale, enseignement supérieur et la recherche, hein, c'est ça, les textes. Et vous avez été conseiller au cabinet de Vincent Payon, où vous suiviez les questions de gouvernance et d'évaluation, la formation continue, les séries technologiques et les langues régionales. D'accord. Vous êtes professeur agrégé en économie-gestion. Et vous avez été aussi un élu régional. Vous êtes, je me suis laissé dire que vous étiez intéressé à l'art contemporain. Voilà. Non, ce que je veux montrer en fait par là, c'est que vous venez tous d'horizons différents, que vous avez des fonctions institutionnelles, professionnelles, et que vous avez des intérêts différents, et que dans ces fonctions, ces intérêts ressortent. Et que nous sommes tous des professionnels avec des fonctions qui utilisent le numérique, et nous sommes tous aussi des privés, des familles, des éducateurs dans nos familles, et nous allons rechercher aussi sur le numérique des informations qui nous intéressent en fonction de qui on est. J'ai même lu quelque chose d'autre sur vous, mais ça, vous allez me confirmer. C'est aussi un peu grâce à vous que la ville de Tours est devenue capitale de la gastronomie? Une des 4. Donc c'est vrai. Avec Lyon, Dijon et Paris-Rungis. Voilà. Bon. Et alors, monsieur Mériot, Jean-Marc Mériot. Jean-Marc Mériot, vous êtes le directeur de Canopé, qui est donc le nouveau nom du réseau CNDP Cérène, et qui marque une évolution éditoriale et numérique de ce centre de ressources pédagogiques. Vous avez été directeur du département éducation de France Télévisions. Vous avez créé et développé des offres numériques pour toute la communauté éducative. Alors, je cite quelques titres. Vous avez créé ce qu'on peut appeler des programmes numériques, Curiosphère, Ciné-Lycée, The Prof, et puis d'autres. Et vous avez également travaillé à la direction des programmes de France 5. Vous avez une formation en économie de l'industrie des services, option culture, communication. Vous êtes enseignant à Paris 3, en département cinéma, au sein d'un master qui s'appelle Didactique de l'image. Et j'ai lu dans la presse que vous aviez dit que l'arrivée du numérique sur Canopé, c'était une révolution copernicienne. Je pense que vous nous en parlerez plus longtemps tout à l'heure. Enfin, Jean-Louis Durper, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale. Le numérique est votre affaire, puisque vous êtes le copilote du groupe Éducation au numérique et à l'information. Vous avez coprésidé en 2013 la conférence importante de Lyon, Culture numérique, éducation aux médias et à l'information. Et vous êtes rapporteur de plusieurs études sur le numérique. J'en cite quelques-unes parce que les titres sont évocateurs. École numérique rurale, Ordi Collège en Corrèze, un collégien, un ordinateur portable dans les Landes. Vous avez donc observé, analysé depuis quelques années les effets de l'introduction de l'ordinateur à l'école ou de l'école dans le numérique. Je vais peut-être commencer par vous en vous demandant, est-ce que vous pourriez nous faire un premier état des lieux de votre fonction, de votre point de vue, du numérique et de l'école? Où est-ce qu'on en est réellement, d'après vous, aujourd'hui? Est-ce qu'on y est presque? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de distance, beaucoup d'installations à faire? Quel est votre sentiment aujourd'hui? Et parlons franchement. En 3 minutes? Non, vous avez le temps, on a 1h30 de débat. De toute façon, je crois que le sujet du numérique est en perpétuel mouvement. Les technologies bougent sans arrêt, donc on n'en a jamais fini. Moi, ce qui me semble assez remarquable, c'est que dans le système éducatif, est vraiment très diversifié. On a des gens relativement
impliqués dans le numérique, puis il y en a d'autres qui sont vraiment très très loin. La situation globale est celle que Catherine Bizot a décrite tout à l'heure. Il y a beaucoup de marge, on peut aller beaucoup plus loin. Moi, j'aurais presque envie de dire tout de suite à tous les collègues de la mission laïque française que pour moi, c'est un réseau qui devrait être complètement leader parce qu'il y a des champs, des opportunités qu'on n'a peut-être pas sur le territoire français. Pourquoi ? Quand on fait, vous avez cité les 3 derniers rapports qu'on a fait, ces rapports sur des plans, hein, je n'évoque pas d'autres rapports comme celui sur la stratégie numérique, enfin l'économie numérique, mais ces 3 derniers rapports, d'abord, c'est des rapports assez différents, ce sont des rapports sur des plans. Donc, première notion, la notion de plan ou de stratégie, mais là de plan, est quand même très importante. Les plans, donc quand on évoque le plan de la Corrèze, par exemple, c'est encore très récent, on l'a évalué une première fois à l'issue d'une certaine période, 4 ans. Sur les Landes, quand on l'a évalué, c'est après une dizaine d'années. Il y a eu d'autres évaluations auparavant. Quand on cherche à évaluer, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand des collectivités locales veulent, il s'agit bien de collectivités locales, donc quand elles font ce type de plan, il y a une ambition. Il y a une ambition pour un territoire, un pays. Les élus de ces territoires ont une volonté qu'on peut exprimer de manière assez simple. Ils veulent mettre leur territoire dans le monde d'aujourd'hui. Et ça va rarement beaucoup plus loin. Ils ont des présupposés que les professeurs sont assez bien formés, surtout, ce qui n'est pas totalement faux. Mais après, ils se disent au bout d'un certain nombre d'années, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que quand le président du Conseil général de la Corrèze, dont je ne cite pas le nom, nous avait demandé de faire ce rapport, ou plutôt avait demandé au ministre qui a demandé au doyen de l'inspection générale, ça met un petit moment, on arrive et donc on fait cette expertise. Je précise qu'on a vu tous les établissements, tous les collèges. Alors, on voit d'abord, la difficulté principale, c'est que l'État et les collectivités sont rarement sur la même longueur d'onde. On a du mal sur les territoires français à partager des objectifs en commun. Alors ça peut se traduire, comme dans les Landes, au bout d'un certain temps, par une convention qui dit ce que chacun doit faire et peut mettre, mais c'est quand même compliqué. Alors depuis quelque temps, il y a des mouvements de rapprochement entre les collectivités et l'État. Il y a eu un beau séminaire, Catherine Bizot y était, bien sûr, le présidait même, c'était à Lyon. Il y a eu un beau séminaire où on a rassemblé toutes les catégories d'élus. Je crois que ça, c'est un mouvement qui est important. Alors, deuxième difficulté, c'est que comme les technologies évoluent, si vous regardez de près ce qui s'est passé en Corrèze, vous avez le plan lui-même qui évolue. Une première année, vous vous dites on va commencer en 5e pour équiper. Je précise pour ceux qui ne sauraient pas, c'est qu'on a équipé tous les élèves personnellement d'un outil. Alors, un outil, la première année, c'était un ordinateur. La deuxième année, c'était un ordinateur d'une autre marque. La troisième année, c'était, on va dire, un iPad de première génération. Et la quatrième, encore un ordinateur, enfin, un iPad, une tablette de deuxième génération. Et à partir de la 6e. Donc, au bout du compte, les professeurs sont un peu secoués parce que, alors eux sont bien dotés, ils ont à la fois l'ordinateur, ils ont le iPad, etc. Les plus avancés ne retrouvent pas forcément leur technologie qu'ils avaient sur l'ordinateur, sur leur iPad. Les moins avancés sont un peu perturbés. Et dans ce contexte, quand on a regardé ce qui se passait en Corrèze, l'accompagnement que doivent faire les corps d'inspection n'était pas présent. Aucun des rapports d'inspection ne mentionnait le numérique comme un élément important. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Quand vous regardez, alors, il n'empêche que quand il y a plan, il y a quand même plus-value. Elle peut être modeste, mais elle existe. Si vous regardez aujourd'hui le plan sur les Landes, après 10 ans, bien évidemment, alors le plan sur les Landes, c'est l'équipement de tous les élèves de 4e et 3e d'un ordinateur portable, dans des configurations particulières. Il n'y a pas de Wi-Fi, c'est des choses qui sont très, très raccordées, très ancrées, alors qu'en Corrèze, c'est du Wi-Fi. Donc vous avez des pédagogies qui sont liées. Globalement, on peut dire que dans les Landes, vous avez plus d'usage que dans les autres départements français. Bon, mais globalement,
Moi, je crois que... Alors, donc, je dis, la mission laïque, à mon avis, n'a pas ce type d'obstacle parce que vous avez la possibilité, une autonomie, à mon avis. Autonomie et réseau, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément naturellement sur les territoires français. Donc, je crois que ça, c'est une chance de pouvoir s'engager dans des projets forts. Alors, ensuite, je crois que si on veut regarder ces dispositifs, il faut aussi avoir en tête par rapport à quoi est-ce qu'on évalue. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Quel est le modèle d'introduction? Le plan école numérique rurale, il a eu un intérêt majeur, donc c'était en 2008, 2009, 2010, c'est qu'il a changé le modèle d'introduction de l'informatique dans l'école. Je dis bien de l'informatique dans l'école. En disant que ce n'est pas une question de mettre des salles à côté d'autres salles, ni même d'avoir des ordinateurs de fond de classe, mais que c'est l'ordinateur, l'outil numérique, qui doit pénétrer la classe. École numérique rurale a eu ce mérite-là, de changer un peu le modèle. Nous étions quelques-uns ici à être au Salon du BET à Londres. Quand on voit aujourd'hui certaines classes américaines introduire dans la classe 3 tableaux numériques, ça veut dire qu'on a une vision un peu différente de ce que c'est qu'introduire le modèle numérique. 3 tableaux numériques, de l'interactivité avec chaque élève ayant un outil qui permet de transmettre des données, etc. Un réseau vraiment où la classe est très, très active, où les élèves sont très actifs. Aujourd'hui, quel est le modèle qu'on peut avoir? Si vous regardez le paysage français, en 2 mots, vous avez 4 ou 5 départements sur 101 qui ont choisi d'équiper tous les élèves d'un ordinateur portable ou d'une tablette, pas plus. J'ai cité, alors dans ceux-là, donc je mets les Landes, je mets l'Oise, ça en fait 2, le Val-de-Marne, et je mets 2 autres qui sont à moitié, c'est la Bouches-du-Rhône et puis les Landes, c'est seulement 4e et 3e. Donc 5 départements sur 101, c'est pas énorme, sur un plan d'équipement global. Si vous regardez les lycées, vous avez 3 régions, pas plus, qui ont équipé tous les élèves d'un ordinateur portable. La Réunion, la Guadeloupe et Languedoc-Roussillon. C'est tout. Pour les autres, même si vous avez des modèles de développement, on est encore dans des ratios qui sont des ratios de nombre de micros par élève. On dit, voilà, il y a un micro pour 3 élèves, etc. Pendant ce temps-là, il faut penser que tous nos élèves, ils sont équipés personnellement de 1, 2 ou 3 outils. Et le débat qu'on a au moins à l'intérieur des établissements français, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas, à minima, faire évoluer les règlements intérieurs pour qu'on essaie de mettre en place ce qui existe dans le monde et qu'on appelle la stratégie Bring on Device, BIOD, c'est-à-dire utiliser les outils personnels des élèves. Ça commence par lever simplement l'interdiction d'utiliser. Alors je ne dis pas l'interdiction pour faire n'importe quoi. J'observe que le président de la République vient d'interdire l'usage de ces outils pendant les conseils de ministres. Ça se comprend, mais dans la salle, on n'a pas interdit ici d'utiliser. Et voilà, chacun est autonome. Dans les classes, on comprend bien qu'on ne peut pas utiliser à tout moment tous les outils. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir un modèle d'intégration en tête. Et que très certainement, dans les 10 ans qui viennent, on ne pourra pas empêcher les élèves d'avoir usage de ces outils multiples qui vont les équiper. Je n'ai pas dit pour ça, je finis sur ce point-là. Je rejoins évidemment ce qui a été dit précédemment. Pour moi, le numérique, ce n'est pas une question d'outils, c'est une question effectivement de culture, d'éducation. Catherine Bizot a terminé très fortement sur éducation aux médias et à l'information. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Je pense que dans les projets, il faut penser niveau d'équipement des élèves, c'est sûr. Et puis, il faut penser aux axes de travail. Peut-être dernier mot quand même. Je pense qu'il faut aussi distinguer les niveaux sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, on a quand même des niveaux très contrastés entre l'école, le collège, les lycées professionnels. Disons que c'est nettement plus utilisé en lycée professionnel, en lycée technologique. Et puis, les niveaux de difficulté encore aujourd'hui, vraiment, c'est l'école et le collège. Et je pense que les évolutions qu'on a à avoir, le numérique va pas... je ne pense pas qu'on puisse avoir un projet numérique, d'ailleurs Catherine l'a dit tout à l'heure, indépendant du reste. C'est très lié à la notion de programme, c'est très lié à la notion de forme. Moi, je ne crois pas que le numérique puisse s'introduire dans des structures traditionnelles. Je pense qu'il va les faire éclater ou qu'on va les faire éclater. Or, aujourd'hui, le collège, il est encore très conçu par les chefs d'établissement, chers collègues, par une juxtaposition de temps
tant qu'on aura des temps de 55 minutes ou de 50 minutes ou de ce que vous voulez, juxtaposés et centrés sur l'enseignement strictement disciplinaire, là, on va avoir du mal à introduire le numérique. Donc, c'est lié à l'évolution des programmes. Et sur l'école, donc l'école du socle, je dis un mot du collège, l'école élémentaire, elle aussi, elle est en train d'évoluer. Elle évolue peut-être sans qu'on s'en rende bien compte. L'idée qu'on avait autrefois à l'école élémentaire, unicité du maître, ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. On est plutôt dans des approches où un enfant, il voit dans l'année 2, 3, 4, 5, 6, 7 maîtres, pas seulement par l'effet des remplacements, pas seulement par l'effet des rythmes scolaires, mais simplement parce que voilà, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on s'organise différemment dans l'école. Alors, comment est-ce que l'informatique, le numérique plutôt, on l'introduit? En tout cas, les évolutions ne sont pas liées strictement au numérique, mais sont liées à tout un ensemble. Bon, merci. Alors, je voudrais peut-être faire réagir tout de suite le directeur de l'Académie de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre constat à vous, de votre point de vue? Non, je ne peux penser que comme l'inspection générale. Mais sur le constat, de toute façon, c'est vrai que le constat que l'on fait, et on est parti d'ailleurs dans l'Académie de Paris, de ce constat d'essayer de faire un état des lieux de ce qui se passait véritablement, quel que soit d'ailleurs le niveau d'enseignement, école, collège, lycée, par rapport à cela. Et le côté extrêmement disparate des pratiques et de l'utilisation du numérique. Le fait qu'on était quand même essentiellement sur des convaincus et des gens qui utilisaient le numérique, je parle des enseignants, qui utilisaient le numérique souvent, quand même, objectivement, pour leur préparation personnelle, sans nécessairement avoir des conséquences sur la classe. Deuxièmement, sur des usages qui n'étaient pas nécessairement des usages fondamentalement différents de ce qui pouvait se faire sans le numérique. Je veux dire par là que le numérique, on peut utiliser le numérique, on peut avoir des usages du numérique sans avoir véritablement de transformation des pratiques pédagogiques. Et c'est cela qui nous semble important, parce qu'il nous semble que la vraie entrée, c'est une entrée de réflexion sur les pratiques, faire évoluer les pratiques pour répondre aux grands objectifs que nous avons, faire une meilleure réussite de tous, éviter le décrochage, motiver davantage les élèves, etc. C'est ça notre problématique. Éviter aussi le côté extrêmement discriminant du système éducatif français. Et c'est vrai que ça rejoint les programmes, ça rejoint des problématiques plus générales. Et le numérique ne doit apparaître là-dedans que comme des possibilités nouvelles offertes, mais pas nécessairement l'outil miracle qui, juste du fait de son existence, va permettre de modifier les choses. Et je pense que la vraie réflexion, la première réflexion, elle doit porter sur les pratiques. Et c'est ce qu'on a essayé de faire évoluer. Parce que, vous savez, on peut utiliser un tableau blanc interactif exactement comme utiliser un rétroprojecteur et pour faire un cours extrêmement frontal où on raconte la même chose devant une carte interactive que devant ce qu'on faisait devant une vieille carte de géographie. On voit ça aussi avec les pratiques du numérique. Donc, voilà. Je vois que Jean-Marie Panazol réagit vivement. Vous êtes absolument d'accord, apparemment. Oui, bien sûr, on constate dans l'école de formation là, que je dirige depuis plus d'un an, qui a pris quelques longueurs d'avance sur la question de l'intégration du numérique dans les plans de formation. Je profite pour dire que, à titre d'exemple, actuellement, un tiers du temps de formation à l'école est à distance, donc intègre, soit sous forme de webconférence, web radio, centre de ressources, distance, formation à distance, intègre le numérique. Oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire le directeur de l'Académie de Paris. Je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, et c'est le cœur de la réflexion sur le numérique, le numérique ne peut pas être un remède à tous les maux du système éducatif. Ce serait une erreur fondamentale de penser que parce qu'on a des élèves en difficulté, parce qu'on a des enseignants qui font mal leur job et qui sont en difficulté face à des élèves, parce qu'on a peut-être des cadres ou des chefs d'établissement qui ont des difficultés avec les équipes pédagogiques, eh bien, le numérique, la mise en place serait la solution. Bon, c'est peut-être un point sur lequel on reviendra, mais et c'est pour ça, par exemple, que dans les thématiques que nous développons à l'école, nous avons organisé un colloque au printemps dernier sur la transformation des relations au savoir.
induite par le numérique. Le prochain colloque qui aura lieu à l'automne sera sur le numérique en question. Non pas pour remettre en cause le développement numérique, mais pour garder les yeux ouverts et faire en sorte qu'au-delà du discours volontariste, tout à fait intéressant, nécessaire, que je ne remets pas, bien sûr, pas du tout en cause dans mon propos, on sache les uns et les autres, dans nos postures, dans nos responsabilités respectives, savoir comment, quel chemin, quelle trajectoire fixer pour que le numérique soit effectivement, ne soit pas, se transforme, et ce plan numérique-là ne soit pas un énième plan informatique pour tous, ou je ne sais pas quoi, qui, au bout du compte, finissent par beaucoup plus surcharger et être perçu par les équipes éducatives, par les équipes encadrantes, comme étant une difficulté supplémentaire, une complexité supplémentaire, alors que c'est un fantastique outil qui doit permettre justement, et là je rejoins certains propos qui ont été tenus ce matin, nous sommes sans doute à l'aube d'une révolution. Je reviendrai sur la question de la révolution managériale au sein des établissements, mais je pense que le numérique y est pour beaucoup et doit jouer un rôle essentiel. Monsieur Michelet, vous voulez reprendre la parole ? Préciser aussi un deuxième point, c'est le rôle des collectivités territoriales. C'est vrai qu'on est dans une relation partenariale évidente avec les collectivités territoriales. Mais quelque part, et on l'a bien vu dans ce que disait M. Durper, quelque part, elles ont pris la main un petit peu. D'abord, ils avaient l'argent, ils avaient la volonté politique de faire quelquefois des choses qui pouvaient s'apparenter à des coups, ou en tout cas de la communication politique, en mettant en avant par exemple, ces problématiques d'aménagement et de dotation globale de l'ensemble des écoles. Et donc, ils ont quelque part pris la main, et il faut que, je pense, la pédagogie reprenne la main là-dessus. Nos relations avec les collectivités territoriales sont quelquefois un petit peu déséquilibrées de ce point de vue-là. Et du coup, la prédominance de l'outil a été renforcée par ce côté sur le fait que les collectivités territoriales avaient la possibilité de doter, de travailler sur les outils, ce qui est bien et ce qui est indispensable, bien évidemment indispensable, mais ce qui n'est pas suffisant si ce n'est pas relayé et si ça ne vient pas d'un vrai projet pédagogique et de réflexion pédagogique. Je vais peut-être passer la parole au CNED, l'enseignement à distance. Quand on parle du numérique, on pense tout de suite à la distance entre l'enseignant et l'enseigné. Quelle est votre expérience ? Bien, écoutez, j'ai essayé pas simplement de parler du CNED, mais essayer de faire le pont CNED-MLF. Donc, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est quelque chose d'assez ouvert en 8 points. Et essayer de savoir si là où vous serez d'accord. Très rapide, 8 idées. Et je me tourne vers le doyen, vers M. Perret. On reprendra peut-être les idées qu'on avait développées dans la concertation Conway-Mouret. Si je parle 3 premiers points sur le CNED, là où je voudrais qu'on soit d'accord, l'enseignement à distance que vous connaissez, l'enseignement à distance dans la forme qui a été la sienne depuis un demi-siècle, est obsolète. On a prononcé un mot beaucoup plus violent au MAE. Quand je dis obsolète, je m'arrête un cran avant. Et je rappelle que ce modèle était un modèle assez lourd, assez lent. J'envoie des contenus éditoriaux. Et initialement, c'est de la correction de copies. L'enseignement à distance a été fortement marqué par le cours par correspondance. Quand je dis qu'il est obsolète, j'aimerais que tout le monde mesure. J'ai pris la classe de 5e, 5400 pages, 15 kg neuf. Ça, c'est ce qui part de chez moi. Quand la Cour des comptes dit que nous en sommes à 390 tonnes de papier, elle dit le vrai. Donc ça, c'est ce qu'il y a derrière nous. Ça, c'est ce qui est terminé, vraisemblablement. Pourquoi c'est terminé ? La première raison, c'est qu'on bascule de l'enseignement à distance à l'enseignement en ligne. Alors, une petite nuance, je connais très bien les débats sur le en ligne et le pas en ligne. D'un commun accord avec vous, on dira en ligne, connecté ou asynchrone. Pourquoi est-ce qu'on passe de l'enseignement à distance à l'enseignement en ligne ? La première des raisons, c'est la contrainte extérieure. Les élèves, les familles sont massivement équipées. Je n'ai pas besoin de vous faire du Michel Serres. Comment on apprend au bout des doigts. Avant de parler de nous, de mes équipes au CNED, de vous, de vos équipes, regardons ce que sont nos élèves et parents, massivement équipés, massivement connectés. D'accord ? Je ne parle pas du passage au multi-écran au sein des foyers, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et deuxième question, nous, ce qu'on a vu arriver, c'est des gens qui nous disaient
mais comment j'accède à des contenus, même venant de l'international, au-delà de ce qui est produit dans l'établissement scolaire. Une fois que je suis sorti du présentiel, où est-ce que je trouve de la valeur? La blague essentielle, ce que les gamins se disent en métropole comme ailleurs, à quelle heure sors-tu? Et quand tu sors, tu es connecté et tu es en mobilité. Est-ce que tu continues à accéder à des contenus? Donc le vrai défi, il est là. Nous, le présentiel, nous sommes très satisfaits de l'excellence de notre présentiel. Nous avons dit à la concertation Conway d'excellents bâtiments, d'excellents chefs d'établissement, d'excellents enseignants. Où est la menace? C'est que la valeur qui est créée pendant ce temps, qui est somme toute, comme disent les sociologues, un temps industriel, la valeur qui est créée n'est pas conservée, n'est pas stockée, elle n'est pas accessible. Et nous avons de plus en plus de parents qui nous disent « mais comment on accède ?» Et vous l'avez dans les académies classiques. Qu'est-ce qui se passe après la classe? J'accède à quoi? On est bien d'accord qu'on crée de la valeur, tous, que vos enseignants créent de la valeur. Donc en fait, un petit peu pour revenir sur l'historien Toynbee, défi et réponse, le défi qui vient de nos inscrits et de nos clients. Clients, le jour où il y a concurrence. Catherine disait, attention à une menace concurrentielle. Ça, c'est le premier élément. Troisième élément, c'est que l'enseignement à distance, auparavant, c'était fait pour la marge. Moi, quand j'ai hérité du CNED, je me suis dit que c'est un établissement marginal, à la marge de l'Empire. La beauté du système, c'est le présentiel. Le CNED, c'était fait pour les empêcher. Empêcher d'être en présentiel, enseignants empêchés, élèves empêchés. Le paradoxe, c'est que si vous passez de l'enseignement à distance à l'enseignement en ligne, on est tous en train de se rendre compte que le en ligne n'est pas fait que pour les empêcher. Il est fait pour les vôtres, les tiens et tous les vôtres. Les élèves qui sont dans les établissements scolaires en présentiel apprennent de plus en plus en ligne. Structurer des contenus en ligne, mettre à disposition des contenus, permettre à l'élève connecté en mobilité d'apprendre n'est plus le sujet de l'enseignement à distance. Donc ça, effectivement, et j'aurais tendance à dire, tout le monde souhaite apprendre en ligne. Et l'apprentissage en ligne est totalement changeant. Je quitte le scolaire, je regarde par exemple les gens qui préparent les agrègues et les CAPES chez moi. Ils apprennent connectés en mobilité. Ça n'a plus rien à voir avec la préparation à l'agrègue que même moi j'ai connue il y a fort longtemps. Ils ont du métro, ils ont du bus, ils ont des séquences courtes d'apprentissage. Eux, ce qu'ils nous demandent, c'est où sont vos contenus accessibles en ligne, suivant des plages de travail que moi je détermine. Si je regarde la formation professionnelle, toute la question de l'apprentissage, ce qu'on nous demande aujourd'hui, où sont vos plateformes en ligne accessibles sur des plages de travail très courtes? Le modèle, j'envoie des contenus papier, je corrige la copie. Pour les OPCA, c'est une croix. Ne nous parlez plus de ça. Et pas simplement pour le poids ou pour une approche des forêts que nous abattons. Donc, la question centrale, pour moi, le mot que l'on doit partager, c'est celui de l'hybridation. Le numérique n'est pas une alternative au présentiel, mais un présentiel qui ne s'hybride pas avec du numérique est un présentiel en danger. Le numérique, ce n'est pas une alternative pour envoyer des contenus. Pour vous donner un ordre d'idée, à la rentrée prochaine, on va basculer tous nos cours de la 6e à la terminale au format e-pub sur tablette. Dans un premier temps, on avait tout numérisé en PDF, mais le PDF, c'est le niveau 0 de l'intelligence numérique. Donc, à la demande, vos contenus devraient être accessibles sur un LMS ou sur une tablette. On a travaillé depuis plusieurs mois. On n'a pas traité les grandes sections de maternelle CM2 parce qu'on a eu des problèmes techniques, mais 6e terminale, tout sur tablette. D'accord ? Mais la question centrale, pour le CNED, c'était, de mémoire, je regarde Yves Mahé, 110 000 pages. La valeur était incorporée dans les contenus. Ces contenus, on peut les diffuser sur des supports mobiles, sur des devices. Mais la question n'est plus là. C'est qu'est-ce que c'est qu'enseigner et apprendre à l'ère du numérique ? Ce n'est pas simplement déverser des savoirs très structurés de très très grande qualité, si on pense qu'ils sont de grande qualité. Donc la question centrale, c'est nouvelle manière d'enseigner et d'apprendre.
et enseigner à apprendre avec les réseaux. Alors là, je me tourne vers Catherine, les fameuses couches basses. Moi, je vous souhaiterais vous poser une question. Dans une vie antérieure, j'ai fait un saut dans le privé. Horreur. Quand vous rentrez dans une TPE-PME, vous trouvez un système d'information. J'étais très choqué de revenir à l'éducation nationale, de m'apercevoir que quand je rentrais dans un lycée, dans un collège, on considérait que les murs étaient splendides, que les professionnels étaient de très très grande valeur, mais le système d'information, c'était un sujet vulgaire. Pourquoi accepte-t-on pour une PME, ou pourquoi accepte-t-on de ne pas trouver dans un établissement scolaire ce que vous trouvez dans la petite PME en sortant? Un système d'information qui permet de travailler en réseau. Si je vais plus loin, pourquoi n'accepte-t-on pas de parler de l'insécurité numérique de nos enseignants? Pourquoi considère-t-on que tout ça fonctionne parfaitement? C'est faux, c'est illusoire, ça plante, ce n'est pas sécure. Le premier sujet pour les établissements scolaires, c'est de disposer de systèmes d'information sécures. Et là où tu as tout à fait raison, Claude, dans le système français, dans l'Hexagone, on a une particularité, c'est que tout ça a été transféré aux collectivités locales. Il faut se le dire publiquement, le numérique à l'éducation nationale est massivement financé par les collectivités locales. Infrastructure haut débit, réseau de télécom, réseau Internet LAN à l'intérieur des établissements, équipement informatique, solutions logicielles, voire ENT, toutes les couches basses sont financées par les élus. Moi, je pense que ce n'est pas inquiétant, parce que l'on soit jacobin ou girondin, on doit bien trouver un terrain d'entente entre l'État et les collectivités locales. Mais il faut accepter cette réalité. Première loi de décentralisation, on leur a poussé le béton. Seconde loi, on leur a poussé les TOS. Mais les SI, personne n'en a jamais parlé, il a bien fallu qu'on les développe. Donc moi, j'appartiens à un courant qui, bien sûr, se retrouve dans les usages et les contenus, mais j'ai insisté pendant des mois là-dessus, ne pas faire l'impasse sur la sécurité numérique de ceux qui travaillent. Planter devant les élèves, c'est la meilleure manière de perdre la face et de ne pas avoir envie d'y revenir. Vous rentrez dans une PME, vous cliquez sur votre outil, il fonctionne. Pourquoi nous, qui avons un réseau aussi pointu, n'avons pas? Donc ça, c'est j'accélère, excusez-moi. Oui. Si vous voulez de l'hybridation et de l'augmentation, cette hybridation, elle est vraie dans les établissements scolaires, elle est vraie dans tous les établissements scolaires. Et comment l'établissement passe de sa production physique à l'établissement en ligne? Production de ressources dans l'établissement, acquisition de ressources auprès des opérateurs, voire auprès du privé. Je pense que Jean-Marc en parlera tout à l'heure. Question centrale, est-ce que vous avez les moyens de produire tous vos contenus et vos ressources? Et si vous devez acheter quelque chose, comment et pourquoi? Ça suppose aussi un investissement. Le numérique, c'est de l'investissement et c'est un investissement massif. Dernier point, le métier d'enseignant change. Enseigner à l'ère du numérique, structurer des contenus. Certains parlent de classe inversée. Structurer son parcours de formation. Repenser la relation aux contenus éditoriaux. Sortir sur des outils de technopédagogie, le mot fait peur à tout le monde, évaluation en ligne, auto-évaluation, tracking, c'est-à-dire suivi des progressions, c'est la fin progressive de la copie. Voilà, voilà le sujet. On va reprendre tout ça. Effectivement, vous avez beaucoup parlé de ressources, et il n'y a pas de numérique sans ressources. Là, je me tourne vers Jean-Marc Mériot, donc Canopé. Vous avez fait un virage numérique dans l'organisation du CNDP Cérène. Quel est votre point de vue sur l'utilisation justement de ces ressources? Alors, on est en train de faire le virage. D'accord. On y va doucement, c'est ça? On n'a pas fini le virage. En tout cas, on s'y efforce parce que, bien évidemment, la question de la ressource est absolument fondamentale. Je reviendrai sur quelque chose, sur différents points, juste pour aller dans la continuité de ce qui a été dit quand même, et après je reviendrai sur la question des ressources, sur la question classe inversée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la question de la classe inversée, il y a la question de l'établissement inversé, il y a la question de l'administration inversée. C'est-à-dire que je pense que derrière tous ces éléments-là, il faut aussi
être dans des démarches qui sont plus top-down, comme on les connaissait, mais bien évidemment bottom-up, et comment on est amené à faire que l'innovation parte vraiment du terrain et qu'elle puisse être ensuite, en tout cas pas généralisée, parce que la question de la généralisation est beaucoup plus complexe, mais en tout cas disséminée, parce que la question est bien autour de la dissémination des usages. Juste pour revenir par rapport aux questions du ressource et du numérique. Aujourd'hui, la ressource, ça peut pas se constituer, c'est pas non plus une fin en soi. Elle est essentielle, mais elle doit reposer sur 3 piliers. Et je pense que si on a un constat à faire aujourd'hui, ces 3 piliers, c'est formation, équipement matériel, ressources. Force est de constater que jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à synchroniser ces 3 éléments-là. Donc l'enjeu, et c'est bien l'enjeu, et tout à l'heure Catherine l'a rappelé aussi, c'est bien évidemment de réussir à synchroniser ces 3 piliers-là. La formation, eh ben on y va. Donc on commence à faire que Magistère se mette en place, formation des enseignants à distance. Nous, on a développé le concept d'atelier canopé pour renforcer, pour accompagner toute cette logique de formation au numérique et par le numérique. C'est tout l'enjeu aussi de la transformation du réseau. Je pense qu'il y a aussi, et on en a, en tout cas quelques interlocuteurs autour de la table en ont parlé, la question de la formation des parents. Et absolument aussi, en tout cas, la question du continuum pédagogique entre temps scolaire et hors temps scolaire dans le numérique est absolument aussi fondamentale. Et il ne faut pas oublier du tout cette dimension-là. Et à travers, entre autres, ce qu'on a été amené à produire autour des fondamentaux, qui sont ces petits films d'animation, qui n'ont rien de révolutionnaire en soi. Mais c'est dans leur usage et dans leur capacité à pouvoir être utilisés à différents temps dans la classe, en dehors de la classe, et je pense que là-dessus, les enjeux sont aussi beaucoup sur cette capacité à ce que la ressource puisse être utilisée sur tous les temps scolaires, et là-dessus, Serge a aussi insisté justement sur cette logique du continuum et cette nécessité du continuum à travers la ressource. Alors aujourd'hui, la question de la production de ressources est bien évidemment centrale. Force est de constater que nous avons encore un grand chemin à faire parce que le monde de l'édition est aussi bouleversé. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, le constat qu'on est amené à faire, c'est qu'il nous faut revoir nos modes de production de contenu, de revoir nos chaînes de production de contenu, parce qu'on doit être amené là aussi à intégrer beaucoup plus en amont toutes les questions liées aux usages. Vous avez des nouveaux métiers qui apparaissent et l'éducation, en tout cas, l'édition pédagogique ne pourra pas en faire abstraction, ce sont les designers d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes amené à produire de la ressource, vous avez des nouveaux métiers qui ne sont plus seulement des éditeurs, des producteurs audiovisuels, vous avez des designers d'expérience. Comment introduire dans la production des contenus les retours d'usage ? Et ça, là-dessus, c'est une donnée absolument aussi fondamentale, c'est-à-dire on est obligé aujourd'hui d'intégrer ces retours d'usage. Et si on prend la dimension de l'édition pédagogique telle qu'elle s'est développée depuis plusieurs années, elle a été essentiellement ce qu'on appelle enseignant-centré. C'est-à-dire enseignant-prescripteur, enseignant-centré. Aujourd'hui, un objet pédagogique doit aussi, il ne faut pas oublier l'enseignant bien évidemment, mais doit aussi être élève-centré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette ressource pédagogique doit aussi parler à l'élève et faire que l'élève puisse, en autonomie, puisse s'accaparer en interactivité. Parce que l'enjeu aujourd'hui de la ressource, c'est bien évidemment la question de l'interactivité, de la créativité, de l'autonomie, de la transversalité. Et tous les enjeux de repenser l'édition aujourd'hui de contenu reposent sur ces piliers-là. C'est comment on est amené à introduire tout ça dans la production de ressources. Alors on en est encore loin. Là-dessus, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est aussi notre capacité à faire qu'un contenu puisse être associé à des services. Et toute la logique aujourd'hui qui est développée et sur laquelle moi je travaille depuis de longues années, puisque même dans le domaine télévisuel, j'avais déjà commencé tout ce travail-là, sur tout ce qui est autour du transmédia, comment on est amené à faire que quand on produit une ressource, on intègre l'ensemble des supports, l'ensemble des usages autour de notre ressource pour pouvoir faire que cette ressource soit adaptée
à l'ensemble des usages et faire qu'à un moment donné, elle puisse aussi trouver son public. Donc les enjeux autour de la production de ressources sont absolument essentiels. Juste encore un petit point, parce que là, on est du point de vue du producteur de ressources. On va dire éditeur. L'autre notion absolument essentielle, c'est le co-design. Co-design en pédagogie, c'est-à-dire cette capacité à ce que les enseignants sont aussi producteurs de ressources, sont aussi eux-mêmes des éditeurs, sont aussi eux-mêmes des éditeurs, des publics, sont en capacité de pouvoir là aussi partager leur production de contenu. Et à nous de mettre à disposition tous les outils pour que cette production de ressources faite par les enseignants, faite dans des logiques aussi collaboratives, puisse se mettre en place, leur offrir de la ressource. Une des questions qui est aujourd'hui une question très très compliquée, puisque nous sommes dans le pays de Beaumarchais, et donc la question du droit d'auteur associé à toutes ces questions-là est une question absolument fondamentale. La question de l'exception pédagogique est absolument fondamentale. Comment aujourd'hui, dans le domaine de la pédagogie, faire que demain, on puisse emprunter pour recréer? Je pense que la notion, en tout cas l'exception pédagogique, emprunter pour recréer, est absolument fondamentale dans nos environnements. On a réussi à le faire avec la photocopie, clairement, en développant tous les mécanismes financiers autour. Il va falloir qu'on trouve quelque chose pour le numérique. Et on en est encore loin, parce que là-dessus, c'est toutes les sociétés d'auteurs, tous les auteurs, et ça devient absolument fondamental aujourd'hui. Si on n'arrive pas à accélérer ce mouvement-là, on va perdre quelque chose. Et on va contraindre les enseignants à devoir à être dans une contrainte de production qui n'est pas en lien avec justement ce qui se passe sur les nouveaux réseaux numériques. Donc je pense que tous ces enjeux-là, dans la production de ressources, aussi bien pour les producteurs, et le réseau Canopé est un éditeur public, donc doit se reposer un certain nombre de questions, mais comme l'édition privée est aujourd'hui en mesure et doit aussi se repenser, la production faite par les enseignants est absolument aussi centrale, et on est en train, d'entre autres, de développer des outils dans ce sens-là. On aura l'occasion, dans la logique des investissements d'avenir, de pouvoir lancer d'ici la fin de l'année le réseau professionnel des enseignants, qui repose justement sur cette logique de collaboration qui s'appelle Via Éduc. On est dans la phase d'expérimentation, et ça sera là aussi des éléments très structurants pour construire l'avenir. On va revenir effectivement sur ces points, notamment celui du droit d'auteur. La mission laïque est concernée, elle a co-publié avec vous d'ailleurs une anthologie itinéraire humaniste, et cette anthologie va se développer avec une plateforme numérique, et la question qui se pose pour l'utilisation des textes, c'est effectivement le problème des droits sur les textes de ces auteurs, qui sont des auteurs fondamentaux pour le monde contemporain, qui doivent être travaillés, utilisés par les enseignants et par les élèves, mais il y a souvent un problème de droit avec des éditeurs derrière qui ne suivent pas, et qui, quelquefois, même traînent les pieds quand on leur parle du numérique, parce que le numérique, c'est la mondialisation, c'est tous les réseaux, c'est incontrôlable, et ça devient très difficile. Mais ce qui m'intéresse dans votre point de vue, et ça me permet de rebondir sur le travail de Michel Jacobs, c'est effectivement partir de l'usager, parce qu'on peut faire tous les efforts, mettre tous les plus beaux outils, et avoir des enseignants totalement mobilisés 24 heures sur 24 dans leur classe et en dehors de leur classe. Il faut qu'il y ait quelqu'un au bout, et il faut partir de l'usager. Et je crois qu'une chaîne comme TV5, qui, comme toutes les chaînes de télévision, part de la question de l'audience, part de l'attention, de l'intérêt des spectateurs, forcément a dû partir de l'usager pour créer cette plateforme d'éducation à la langue française. Et donc, comment vous avez travaillé? D'abord, il y a combien de temps que vous avez fait ça, et pourquoi déjà? Et puis, comment avez-vous travaillé? C'est vrai qu'au départ, TV5 Monde n'avait pas la vocation de s'occuper de pédagogie, c'était une télévision généraliste. Mais comme vous le dites, Bérangère, il s'agissait aussi de tenir compte des attentes de nos téléspectateurs à travers le monde. La première utilisation du numérique pour nous, c'était la diffusion numérique. On a été précurseurs en Amérique latine au début des années 90.
Mais le numérique pour la pédagogie, il est né en même temps qu'Internet. Mais nous avions déjà créé un service pédagogique au sein de TV5, très très modeste, parce que des téléspectateurs de TV5 à travers le monde étaient des professeurs de français et nous envoyaient des signaux à savoir peut-on être averti longtemps à l'avance de vos programmations parce que nous utilisons TV5 à titre personnel. Évidemment, n'oubliez pas qu'avant Internet, TV5 Monde, c'était le seul accès à la langue française pour beaucoup de professeurs de français, qu'ils soient expatriés ou qu'ils soient locaux. C'était pour les plus audacieux d'entre eux l'occasion de faire entrer la télévision dans la classe. Et je me souviens d'expériences incroyables parce que les professeurs de français, c'est par excellence des amoureux. Et quand on est amoureux, on est prêt à toutes les extrémités. C'est des gens qui se levaient la nuit pour aller enregistrer une émission parce qu'il y avait une coupure d'électricité au Bénin et que la nuit, ça fonctionnait mieux. Enfin, on a vu absolument tous les cas de figure. Ça, c'était à l'époque du magnétoscope, évidemment. Et ces professeurs de français suggéraient aussi à leurs élèves de regarder TV5 Monde, de s'immerger dans la langue. Donc, il s'agissait aussi d'un enjeu de marketing, si je puis dire, de distribution pour nous, de répondre à cette demande des spectateurs enseignants. Et donc, nous avons commencé à observer dans nos grilles de programme, ça remonte à plus de 15 ans, cela, les émissions qui nous semblaient les plus propices à servir d'appui à l'enseignement du français, parce que les professeurs qui utilisaient TV5 voulaient des documents authentiques, ils ne voulaient pas des émissions spécialement faites pour l'apprentissage. Nous nous sommes penchés sur les questions de droit, que Jean-Marc Mériot soulève évidemment à juste titre. Évidemment, quand c'est une télévision qui doit libérer les droits, c'est infiniment plus facile. On a sensibilisé les acheteurs de programmes. Il y avait évidemment toutes les émissions propres à la chaîne. Il y avait des producteurs, des réalisateurs, des chaînes partenaires, puisque TV5 s'appuie sur France Télévisions, Arte, la RTBF pour la Belgique, la RTS pour la Suisse et Radio-Canada et Télé-Québec. Donc, il y avait des producteurs particulièrement attentifs à cette dimension pédagogique. Je pense notamment à vous, Équipage, avec Double Jeu. C'était ces magnifiques émissions de Bernard Pivot sur des portraits d'artistes, d'écrivains, de chercheurs qui avaient une double identité. Et vous nous avez autorisé à les utiliser pour notre pédagogie. Et puis, nous avons très rapidement pris contact avec des équipes de concepteurs qui étaient sur le terrain, parce que nous trouvions que c'était pas judicieux d'engager des pédagogues en interne, qu'il valait mieux travailler avec des équipes qui étaient au contact de la classe. Et nous avons d'abord travaillé avec le CAVILAM à Vichy, et puis avec l'Alliance française de Bruxelles-Europe. Et puis nous avons étendu à d'autres alliances françaises, à des universités, ces partenariats pédagogiques. Donc ça voulait dire qu'il y avait professionnalisme, qu'il y avait écoute du terrain, que ce soit des gens qui enseignent à des hauts fonctionnaires, à des scolaires, à des professeurs de français en formation continue. Nous nous sommes beaucoup appuyés aussi sur la Fédération internationale des professeurs de français. Ça, c'était dès l'origine, dès le moment où on avait mis au point un système de fiches papier, puis de fax. Et il y avait d'ailleurs du côté des ambassades de France, un véritable intérêt. L'ambassade de France à Londres, par exemple, avait instauré un système d'envoi de fax de fiches pédagogiques. Et puis, nous avons quand même recruté en interne une petite équipe, mais aujourd'hui, c'est 5 personnes, donc c'est vous dire qu'on fait les choses Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre d'usagers, de professeurs qui suivent, qui sont vos abonnés de ces sites d'enseignement du français ? Le taux d'accès à nos 3 sites, parce que je vous en parlerai, nous avons maintenant 3 sites, un pour l'appui aux enseignants, un pour l'auto-apprentissage, mais qui sert également de ressources dans des centres, dans des médiathèques. Il faudra d'ailleurs aussi parler du rôle des médiathécaires à côté de celui des professeurs de français en direct, ou qu'on veuille apprendre à la maison. Donc là, c'est ce site d'apprentissage. Et puis, depuis le mois d'octobre, nous avons un 3e site
qui s'appelle Parlons français, c'est facile, qui est un produit d'appel pour encourager, donner l'envie à des francophiles qui ont besoin encore de perfectionner le français, d'aller s'inscrire dans un institut ou une alliance française, mais ce produit d'appel est ouvert à tout le monde. Donc les 3 sites globalement tournent autour de près de 700 000 connexions par mois. Donc nous avons augmenté de 30% en un an ces connexions, et elles viennent du monde entier. Elle vient de France également, même si ce n'est pas notre vocation première. Et les deuxièmes utilisateurs, ça fera plaisir dans la salle, ce sont les Espagnols. Il se fait que l'Espagne est bien connectée, que les professeurs sont très dynamiques, que les instituts français, les alliances françaises sont très dynamiques également. Et nous avons d'ailleurs assuré des formations ici en Espagne. Dès que nous sommes appelés, nous venons ou nous envoyons un des professeurs labellisés, parce que c'est aussi une des forces de TV5, c'est qu'il y a des professeurs qui sont sur le terrain, qui ont envie de reproduire et de faire profiter de leur savoir d'autres enseignants, et ils suivent une formation de 15 jours, soit à Nantes, au Belk de Nantes, qui est animé par le CIEP, soit au Cavillam à Vichy. Et à l'issue de cela, s'ils réussissent l'épreuve finale, ils sont labellisés TV5, ce qui leur ouvre des portes et ce qui permet à des établissements scolaires ou à des instituts, des alliances, de faire appel à eux. Ils connaissent bien le système scolaire local, ils parlent la langue aussi, ce qui peut être utile, et donc ils animent des formations de formateurs ou d'enseignants. Ça m'amène une petite réflexion sur la francophonie. Le français et les nouvelles technologies, on tweet, on est sur Facebook, on a des followers, on share plus qu'on partage. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème, ça? Non, non, pas du tout. Nous sommes sur Facebook. Nous avons dépassé les 160 000 fans. Nous animons cette page chaque jour, malgré la modestie de notre équipe. Nous sommes sur Twitter également. Nous avons un directeur général, Yves Bigot, qui est un grand Twitter devant l'éternel. Mais le vocabulaire numérique est un vocabulaire essentiellement anglo-saxon, en fait. Non, ça ne nous pose pas de problème. Nous tenons compte du travail des commissions de terminologie. Nous sommes proches de la DGLF-LF et du travail qui valorise les traductions en français des termes. Donc ça ne pose pas de problème. Et nos suiveurs, si je puis dire, sont assez attentifs à ce volet-là. Donc pas de problème. D'accord. Monsieur Durper voulait prendre la parole. Je voudrais réagir dans cette table ronde, un certain nombre de propos qui ont été tenus. Serge Bergamelli a parlé, je crois, le premier des usages par les élèves. Alors moi, je crois qu'on n'est pas assez attentif dans les établissements scolaires, je parle pour la France que je connais mieux, sur ce qu'ils font, ces élèves-là. Et je pense qu'une démarche de progrès du système éducatif, c'est effectivement de travailler sur cette connaissance que les élèves ont des outils numériques. Je pense qu'il y a un clivage tout à fait fondamental entre ce que les adultes font du numérique et ce que font les jeunes aujourd'hui, les élèves, les étudiants, les adolescents. Les étudiants, c'est un peu différent. Mais jusqu'au bac, je pense qu'on a des usages du numérique qui sont essentiellement sociaux et ludiques. Alors que pour les professeurs, le numérique, c'est un outil professionnel, et pour la société en général, pour les adultes. Donc ça, je pense que déjà, enfin, en tout cas, nous, on l'a vu, parce que quand on fait nos études sur le terrain, on n'écoute pas seulement les professeurs, on regarde aussi ce qu'ils font, mais on écoute aussi les élèves et les parents d'élèves. On vient de parler de Facebook. Si vous avez vu dans la presse qu'aujourd'hui, Facebook, c'est un peu excessif, c'est plus le réseau des jeunes. Ils ont d'autres réseaux. Facebook est devenu un réseau des trentenaires, etc. Voilà, les jeunes sont sur d'autres réseaux. Au passage, pourquoi? Parce qu'on a tellement dit qu'il y avait des problèmes d'identité, qu'il ne fallait pas mettre n'importe quoi, que les jeunes, ils ont compris, et que l'industrie s'est adaptée, que vous avez des outils, maintenant, Snapchat et d'autres, qui font que vous avez des messageries instantanées. Est-ce que la plupart des professeurs connaissent ces réseaux? Je ne suis pas sûr. Donc, au moment où on se pique d'éducation aux médias et à l'information, de réfléchir à l'identité, etc., comment est-ce qu'on s'adapte? Donc voilà, mon premier élément de réflexion, c'est vraiment se centrer sur les usages des élèves et est-ce qu'on peut gagner un peu de temps hors de l'école pour que les élèves travaillent. On appelle ça d'un terme assez simple, dans tous nos rapports, on appelle ça la prescription.
C'est-à-dire, est-ce que l'école peut prescrire davantage d'usages sur Internet et pas seulement faire que le cahier de texte soit utilisé. Le cahier de texte a été développé, on a mis plus d'1 an à abolir la circulaire de 61 pour arriver à un cahier de texte numérique. Deuxième point qui a été évoqué aussi tout à l'heure, à plusieurs reprises d'ailleurs, dès l'introduction, c'est la question de la tête bien faite, la tête bien pleine. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on oppose les choses. Montaigne, il y avait de mon point de vue, mais il y a des gens bien plus compétents que moi ici, mais une tête déjà bien pleine. Et aujourd'hui, la question est de savoir, je crois qu'on ne peut pas avoir une tête bien vide qui soit une tête bien faite. Donc qu'est-ce qu'on met en mémoire ? Qu'est-ce qu'on met en mémoire aujourd'hui ? Donc il y a vraiment un travail sur le terrain, et pas seulement à laisser aux scientifiques. Ce n'est pas uniquement la question des neurosciences, etc., de regarder comment ça fonctionne le cerveau. C'est de savoir dans nos programmes, qu'est-ce que l'on met aujourd'hui ? On dit souvent, je répète moi aussi souvent, que Google, ça sert surtout à retrouver plutôt qu'à trouver. Ça veut dire qu'on a déjà des choses bien en tête et on fait des relations. Donc l'écriture de ces nouveaux programmes est vraiment fondamentale. Le travail sur la mémorisation, il doit vraiment se faire. Mais sur quoi ? Qu'est-ce qu'il faut mémoriser aujourd'hui ? On est quelques matheux autour de cette table. Moi, quand j'étais prof de maths, j'ai enseigné l'extraction des racines carrées, même pire, les racines cubiques, etc. Qui sait aujourd'hui les extraire ? Peut-être Claude ici pourrait nous faire une démonstration. Mais voilà, qu'est-ce qu'on met dans la tête aujourd'hui ? Comment on change ? Il y a aujourd'hui d'autres éléments qui viennent dans le domaine des mathématiques en particulier. On voit bien que moi, quand j'étais jeune professeur, j'étais formé au numérique, mais le numérique, pour moi, ça voulait dire le nombre. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur le nombre. J'imaginais pas, dans ma formation qui était mathématique et numérique, j'imaginais pas que je pouvais traiter les textes et l'image avec le numérique. J'avais une formation mathématique. Et il y a une quarantaine d'années, dans mes classes, c'est aussi vieux que ça, l'ordinateur servait à traiter des équations du second degré, etc. Les traceurs de courbes. Je vous rappelle que l'histoire dont on parle ici, elle a 50 ans d'âge. Ce n'est pas une histoire qui date de l'arrivée d'Internet ou du web. C'est une histoire qui est maintenant un demi-siècle d'histoire. Donc, il faut penser à cette profondeur-là. Et donc, aujourd'hui, comment on révise les programmes de mathématiques et autres ? Quand je vois qu'au brevet des collèges, je cite souvent cet exemple, on a dans les programmes de mathématiques à travailler sur les tableurs. Au brevet des collèges, vous avez des épreuves qui portent sur les tableurs, mais elles sont sur papier. Donc comment voulez-vous qu'on ait vraiment une introduction ? Donc on leur donne des feuilles de calcul et on leur demande le sens des cellules. Je suis désolé, c'est pas ce qu'ils apprennent, c'est pas ce que les profs apprennent, etc. Comment voulez-vous évaluer aujourd'hui la géométrie dynamique telle qu'on l'enseigne ? Bref, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à savoir ? Alors, le système français, j'entends, on l'a dit ici, c'est très bien, se porte bien. C'est pas ce que dit PISA, c'est pas ce que dit Pearls. Donc, si l'image internationale n'est pas atteinte, tant mieux. C'est sûrement grâce à l'MLF, à l'EF, etc. Ça joue beaucoup. Mais à l'interne, notre système est confronté à des difficultés. Et je pense qu'il va les surmonter en faisant un effort sur ces programmes, parce qu'ils sont respectés globalement, et puis sur la fonctionnalité des apprentissages. C'est là-dessus qu'on n'est pas bon, la fonctionnalité des apprentissages. Troisième élément, rapide. On a parlé de nouvelles formes pédagogiques. Pour moi, la dernière nouveauté qu'on a introduite dans le système, et date d'il y a une quinzaine d'années, c'était les TPE. Là, ça a été un moment dans le système. Je vous rappelle que les TPE, c'est la fin des années 90, début 2000, 98, 99, 2000, la réforme du lycée, Claude Allègre et aux manettes. Ça coïncide avec un grand plan qui est le PACSI, le programme d'action gouvernementale pour la société de l'information. Il y a des moyens qui arrivent, c'est peut-être un moment un peu euphorique sur les moyens. Et là, les TPE représentent une certaine innovation. On va changer, on va travailler sur l'activité, la créativité, l'expression des élèves. Je pense que les nouvelles formes pédagogiques doivent porter là-dessus. Et les moyens permettent ça. Enfin, le dernier point de réaction, c'est par rapport, là aussi, au programme, la notion d'éducation A. Si on pouvait arriver à mieux recaler les questions d'éducation A par rapport aux disciplines, aujourd'hui, on est en vraie difficulté. On voit bien que les savoirs en 2014-2015, c'est plus ceux qu'on avait en 1950 ou en 1900. Ça a explosé. On a des choix à faire. Il y a des disciplines qui tapent à la porte. L'informatique, par exemple. Mais l'information aussi. Puis peut-être d'autres. La solution, de mon point de vue, je dis vraiment comme je le pense, la plus mauvaise, ce serait, continuons à juxtaposer les choses.
Et je ne suis pas sûr qu'on aura un esprit mieux formé en juxtaposant des choses. En revanche, si on travaille dans des décloisonnements, dans de l'interdisciplinaire, je parle là au niveau de l'école du socle, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la 3e. Mais je crois que là, il y a un espoir. Et le numérique, il se joue dans cette dimension-là. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur le... Est-ce que la salle a des questions à cette étape de notre débat? Est-ce qu'il y a un micro à amener à Madame Westbord, ici au premier rang? Merci Jean-Marc. Réagir vite aux interventions de Jean-Louis Durper. La dernière, c'est pas juxtaposé, décloisonné. Et celle d'avant, la référence à Montaigne. Immortelle valeur de la littérature, aujourd'hui encore. Montaigne, quand il dit plutôt une tête bien faite qu'une tête bien pleine, il ne dit pas ça à n'importe quel endroit des essais. Il dit ça dans l'essai, le livre 3 des essais. Qu'est-ce que c'est le premier livre des essais? La juxtaposition de sentences qu'il a lues et qu'il a collectées dans l'humanisme, qui est son patrimoine. Bon, je laisse entre les deux le livre 2, qui est la crise du scepticisme, et le livre 3, c'est comment produire un savoir qui est un savoir à l'heure de la modernité. Et c'est plus collecté, c'est on met, ce que vous avez dit, Jean-Louis, on met l'auteur au centre et on fait du jeu et on produit du savoir. C'est formidable ça, hein, ces deux citations. Merci beaucoup. Je vois que nous avons même des questions des internautes et je pense que c'est pour M. Bergemelli cette question. Regardez, c'est écrit derrière. Quelles sont les caractéristiques techniques des fichiers EPUB, notamment au niveau de l'impression? Sont-ils facilement téléchargeables dans un pays ayant un faible débit comme le Myanmar? Merci. Alors, voilà une question précise. Je vais rentrer dans la technique. La question du passage, tout à l'heure, j'ai dit, à une époque, on a dématérialisé, l'ensemble des cours ont été basculés sur Académie en ligne en PDF. Quand on a dit que c'était le niveau 0, tout le monde a travaillé sur du PDF et on voit bien ce que ça peut donner. Donc le passage au EPUB est un passage qui est venu d'une demande, y compris des tutelles, sous-entendues du ministère des Affaires étrangères. La question centrale, je m'excuse d'être vulgaire, c'est est-ce que le CNED va continuer à envoyer des contenus papier à l'international? Les cours du CNED sont fabriqués par des auteurs en droit d'auteur et le ministère de l'Éducation nationale finance le CNED pour que chaque année, je peux vous donner le chiffre, chaque année il y a environ 1000 auteurs qui, changement de programme, changement de référentiel, je sais que nous sommes enregistrés, mais je fonctionne comme un éditeur privé. Et un de mes sujets, c'est que souvent, quand j'appelle tel auteur, tel maître de conférence, tel enseignant, quand je ne l'attrape pas, excusez-moi la vulgarité du propos, c'est qu'il est chez Belin, chez Hachette et chez Magnard. Le CNED fonctionne au prix du marché, que ce soit pour les programmes d'agrégation, les CAPES, les changements de programme à l'intérieur du système éducatif. Je fonctionne identique. Donc moi, je suis en propriété intellectuelle et droit d'auteur. Je ne souffre pas de la question que vous me posez. Mes cours sont fabriqués par des gens qui fabriquent des contenus pour la totalité de l'écosystème français. Et la question centrale dans le format OIPUB, c'est qu'en dématérialisant la totalité de mes cours de la 6e à la terminale, la question centrale qui se pose et que Vincent Peillon s'est posée, mes cours et mes contenus sont destinés aux miens ou devraient-ils être accessibles à d'autres? Nous en parlons hier autour d'un verre, vous imaginez bien la déflagration. Tant que mes contenus étaient destinés aux miens ou aux vôtres, ceux qui sont scolarisés dans vos établissements, quand il y a des inscriptions individuelles ou collectives, ça ne posait aucun problème à personne. Le jour où mon cours de français de seconde, il se promène au format EPUB, est-ce que je le verrouille, est-ce que je le verrouille pas, DRM? Parce que si je ne le verrouille pas, je crains que le SNE, qui est peut-être présent dans la salle, ne se pose la question, mais comment se fait-il que ces contenus circulent librement? Stricto sensu, quand on a montré à Catherine et à Vincent Peillon nos cours de seconde en français, quel est l'écart entre un cours confié à un auteur richement documenté, structuré, animé, et un manuel? Aujourd'hui, on tend vers 0. Le numérique pose des problèmes à l'écosystème.
Jean-Marc Mériot, vous voulez réagir sur le... Je vais pas revenir sur la question de l'édition privée. Et en tout cas, voilà, ce que nous, on édite des contenus pour accompagner. C'est la réglementation qui est comme ça. On n'a pas le droit d'éditer de manuels scolaires, on n'a pas le droit, donc on essaye de s'y tenir, même si c'est vrai que les frontières, des fois, sont particulièrement complexes. Sur la question de l'identification des ressources, elle est absolument centrale. C'est-à-dire que le gros problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que les ressources ne sont pas indexées. Et c'est la question de l'indexation de la ressource. Par rapport à cette problématique-là, aujourd'hui, c'est quoi le modèle dominant? C'est Google Full Text. D'accord ? Donc Google Full Text, vous tapez dans votre moteur de recherche, et puis parce que vous avez les contraintes qui sont liées essentiellement, il faut en avoir bien conscience, qui sont des contraintes marketing. C'est-à-dire que l'algorithme de Google ne repose que sur des approches marketing, et pas du tout sur une approche liée à la qualité des contenus, à l'identification des contenus. Nous avons un travail absolument énorme à faire sur l'indexation de nos ressources. Personne aujourd'hui n'indexe ses ressources, suivant des critères pédagogiques, suivant... Voilà, c'est pour ça nous, on est dans la réflexion de... Comme personne ne le fait, on peut se poser la question si ce n'est pas la nécessité, si on n'est pas dans la problématique du service public, du bien public en tant que tel, de créer un service national d'indexation de la ressource pédagogique. Parce que ça nous semble être absolument une question absolument fondamentale pour permettre ensuite de faire que ces contenus-là, parce qu'ils ont une valeur pédagogique, parce qu'ils ont... voilà, et de considérer que la métadonnée a une valeur éditoriale, que la métadonnée est absolument essentielle dans les dispositifs numériques aujourd'hui. Voilà. Et d'où l'importance de la métadonnée, parce qu'elle devient absolument cruciale dans nos environnements. On n'en a pas encore totalement conscience. Les services marchands, comment ça s'appelle, les services marchands longs, ou en tout cas, voilà, mais dans des approches purement marketing, sur la question autour de la pédagogie, ça devient un enjeu absolument central. C'est un enjeu, on parlait de la francophonie tout à l'heure, c'est un enjeu francophone absolument déterminant, si on veut exister à travers cette question de l'indexation de la ressource. Quelle est la position de l'Éducation nationale, de l'Académie sur ce sujet? Sur la problématique d'indexation de la ressource? Oui. La position de l'Académie, c'est de dire juste, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler d'une vraie révolution qui doit arriver dans tous les établissements et auprès de tous les enseignants. Donc c'est ça notre vraie problématique, c'est-à-dire essayer de sensibiliser la totalité du corps enseignant et la totalité du système éducatif à cette évolution radicale qu'on est en train de vivre. Et dans ces évolutions radicales, il y a les enjeux du programme, on en a parlé. C'est vrai que les programmes actuels, enfin, tels qu'ils existaient, sont, à mon avis, je sais qu'on est filmé aussi, mais inadaptés aux réflexions dont on vient de parler. Et la réflexion sur les programmes, elle est fondamentale. Il y a une deuxième réflexion fondamentale, c'est celle sur les manuels, sur les ressources, etc., et notamment sur les manuels. Mais là, on touche à quelque chose qui est, économiquement parlant, extrêmement sensible. Économiquement parlant et d'une certaine manière, politiquement parlant aussi. Le manuel papier, par exemple, qu'on confie aux élèves en début d'année et qui sert aussi de liaison avec les parents, etc., c'est quelque chose qui est sans doute quelque part largement obsolète, mais qui reste un marqueur du système éducatif. Donc on touche là à des choses qui sont fortes, qui sont extrêmement profondes, qui touchent aux valeurs, enfin quelque part un petit peu aux valeurs du système. Et il nous appartient à nous de mobiliser l'ensemble des personnels d'encadrement et l'ensemble des personnels sur toutes ces problématiques de manière à ce qu'on les fasse bouger sans détruire ce qui fait aussi la qualité du système éducatif. Alors, Monsieur Panazol, parlons-en des personnels d'encadrement. Oui, je crois que quand on parle de la refondation de l'école et de la réussite des élèves, il est normal qu'on consacre beaucoup de temps aux relations savoir, enseignants, élèves. Pour autant, chacun, je pense, est convaincu ici que cette révolution numérique qu'évoquait Coul Michelet, elle ne peut pas, elle passera également par une mobilisation des cadres et une implication forte des cadres. Et ce qui est, pour faire une comparaison, Catherine Bizot évoquait un changement de paradigme.
en matière de la relation au savoir. Toute chose égale par ailleurs, je pense qu'en matière de management des établissements scolaires, d'animation pédagogique des territoires, nous sommes aussi en présence d'une forme de révolution. Et on voit très bien dans la problématique, dans les sujets qui émergent, même si effectivement la question des couches basses est encore fondamentale et importante, la question n'est plus tant aujourd'hui du management du numérique que du management par le numérique pour les cadres. Aujourd'hui, comment mobiliser une communauté éducative grâce aux outils numériques? Comment faire adhérer, comment construire un projet d'établissement, comment le mettre en œuvre grâce au numérique? Comment gérer la relation partenariale avec des parties prenantes de plus en plus exigeantes, de plus en plus présentes, les familles, les associations partenaires de l'école, les collectivités territoriales, on en a parlé, avec lesquelles les relations, vous le savez bien, dépassent très largement la question des équipements. On voit sur les rythmes scolaires aujourd'hui tout le débat. Est-ce que le numérique est une solution, apporte des solutions, est une réponse, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça? Est-ce qu'il est en train de changer et de changer la nature même des métiers de chef d'établissement? Nous avons ici dans la salle une grande partie de chefs d'établissement, d'inspecteurs, de cadres. Est-ce que ce numérique, en quoi ce numérique change? C'est même pas est-ce que, je reprends mon propos, en quoi est-ce que le numérique change la nature des relations et la nature du management des établissements et des équipes? Je pense que là, c'est une vraie question. C'est vraiment un vrai sujet qui ne doit pas, et je reviens à un propos introductif, qui ne doit pas occulter le fait que, effectivement, encore une fois, le numérique n'est pas le remède absolu à tous les maux du système, et notamment en matière managériale. Là, je pense que le numérique ne change pas la nature profonde des relations humaines. Il en modifie les modalités, mais la nature des relations humaines n'est pas profondément changée par le numérique. Je veux dire par là très concrètement que lorsque dans un établissement scolaire, on a quelques difficultés, on est chef d'établissement, on a quelques difficultés avec sa communauté éducative, avec ses enseignants, c'est pas en envoyant des messages, en utilisant l'ENT et en travaillant en pensant que le numérique va apporter et va changer la nécessité ou va nous exonérer de la nécessité de rencontrer et d'avoir des relations interpersonnelles qui, elles, sont fondées sur des valeurs qui sont totalement transversales et qui ne sont pas liées au numérique. Monsieur Durper. Oui, je voudrais réagir. Je voulais intervenir sur les ressources, je vais le faire, mais je voudrais réagir à ce que dit Jean-Marie Epanazol à l'instant. Moi, je pense que le numérique change la nature des relations. Je pense qu'elle les complexifie, mais c'est comme ça, et qu'elle les complique. Je pense que beaucoup d'événements, si on n'avait pas la possibilité de communiquer à chaque instant du jour et de la nuit, tous les jours de la semaine, si on prenait le temps si on prenait quelques précautions de communication, si on n'envoyait pas tout de suite un message, si on réfléchissait vraiment avant de l'envoyer, etc., il y a plein de choses. L'écrit, même sous une forme de SMS, c'est de l'écrit. On envoie des choses, c'est écrit, ça n'a pas la même valeur que l'oral. Dans une conversation, on peut échanger tout de suite. Si tu n'es pas d'accord, Jean-Marie, avec ce que je dis, je te le dis, etc. Si je l'écris, il y a un décalage, tu ne sais pas quand je vais répondre, etc. Bref, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette question-là, mais je pense que les relations humaines sont assez touchées, modifiées par l'usage du numérique. C'est un débat important, je crois qu'il faudrait y revenir. Sur la question des ressources, moi je pense que, Jean-Marc a tout à fait raison sur la faiblesse de l'indexation des ressources. Je pense que de l'autre côté de la chaîne, on a aussi une faiblesse du traitement et du signalement au niveau de chaque établissement. Il ne suffit pas que les ressources soient bien indexées pour qu'on puisse les trouver. On a la chance d'avoir dans notre système éducatif des professeurs documentalistes. C'est une de leurs tâches auprès de la direction, auprès des professeurs, auprès de toute la communauté, de signaler les bonnes ressources. Et je pense qu'un professeur documentaliste se trouve valorisé quand il a poussé une ressource qu'il a trouvée lui-même vers un de ses collègues professeurs. Donc on a là vraiment un travail à faire. Ensuite, sur les ressources, c'est un dossier, c'est peut-être le dossier le plus compliqué quand on regarde les précédents plans qui ont été faits par les ministres précédents. À chaque fois, le terme mauvais usage des financements revient.
Si on prend le plan école numérique rurale, 67 millions d'euros pour 6700 écoles, il y avait 10% qui étaient affectés aux ressources, ça a été mal consommé, mal utilisé, etc. Tout le monde le dit. Voilà. Quand on prend le plan d'après, le plan d'une, développement d'usage du numérique à l'école, c'est à peu près pareil. On a travaillé sur des catalogues très copieux, très vastes, et on ne s'y est pas retrouvé. Et même dans le plan Collège Connecté aujourd'hui, j'ai animé une table ronde dans cette belle manifestation, là aussi soutenue par Catherine à Ecritech. Le chef d'établissement qui était à la table pour représenter les collèges connectés, je le redis, peut-être qu'il est à l'écoute, il a oublié simplement qu'il avait une somme assez importante, je crois que c'est 25 000 euros, mais il faisait comme si... Voilà, ça veut dire que les ressources, il a presque dit qu'il n'en avait pas besoin. Alors moi, je crois qu'une entrée dans les ressources pour les établissements que vous êtes, c'est une entrée budgétaire. Moi, je pense que si déjà on faisait le point sur... On a fait une enquête il y a 2 ou 3 années sur ça, savoir dans les établissements français, qu'est-ce que vous dépensez pour le numérique? Et les chefs d'établissement ou leurs collaborateurs ne pouvaient pas répondre parce que dans les budgets, c'était mal identifié. Aujourd'hui, vous avez des lignes qui sont encore séparées. Alors, je sais bien qu'on a modifié la nomenclature budgétaire, mais c'est encore un peu complexe. Je pense que tant qu'on n'aura pas dit ce qu'on consomme pour le numérique au point de vue de la ressource, eh bien, on ne sera pas vraiment au clair. Les budgets sont séparés aujourd'hui. Alors, je ne parle pas des éditeurs et de la difficulté d'acheter aujourd'hui, de leur modèle économique, mais simplement au niveau des établissements, on pourrait réfléchir. Enfin, il y a un dernier point qui doit interroger, c'est que les ressources institutionnelles, qu'on le veuille ou non, eh bien, elles ne sont pas assez utilisées, poussées, connues. Et quand on interroge les professeurs, ben, ils citent rarement nos établissements, nos grands établissements en premier. C'est un peu dommage. Alors j'espère que sur les axes qui sont en cours, sur des projets comme d'école, sur les fondamentaux, qui à mon avis apportent des choses très importantes, j'espère qu'on aura effectivement une mobilisation des corps d'inspection, des corps d'encadrement en général sur ces sujets-là. Parce que autrement, je crois que les chiffres qu'on peut annoncer sur Google, j'ai noté un article des Échos du 30 avril. Google aujourd'hui, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs. 2,5 milliards. Et comment c'est fonctionné? Comment c'est financé? Les 2 tiers, Google représente les 2 tiers du marché mondial de la publicité en ligne. C'est quand même quelque chose. Google livre 30 millions de livres numériques aujourd'hui. Google Recherche, 70% de part du marché mondial. Picasa, 15 milliards de nouvelles photos chaque semaine. Donc, on est dans une dimension là qui nous dépasse totalement. Je crois qu'il faut entendre ces données-là et puis faire en sorte que les valeurs dont on a beaucoup parlé depuis ce matin, eh bien, ce ne soient pas les valeurs qui sont là, énoncées, celles que je viens de dire, les liaisons entre publicité et Google, mais les valeurs de l'Internet et du web en particulier, ce n'est pas uniquement ça. Je pense qu'il y a des valeurs qui sont à promouvoir, qui sont des valeurs qui viennent justement du fondateur du web, c'est-à-dire des valeurs scientifiques, des valeurs d'échange, des valeurs d'entraide, des valeurs de solidarité. Et ces valeurs-là, je crois qu'on peut les porter si, effectivement, dans les établissements, on a bien conscience de ce que l'on fait en utilisant ces outils du web. Et puis, je pense aussi à l'ouvrage de Salman Khan, vous savez, la Khan Academy. Son titre, c'est « L'éducation réinventée, une école grande comme le monde ». Alors, je crois que là, on a peut-être, nous, déjà rien qu'au niveau du titre, à penser ce que ça peut être une école, et justement avec la MLF, ce que ça peut être une école grande comme le monde. Je pense qu'il y a... Alors, comment est-ce qu'on peut travailler? Je ne dis pas comme la Khan Academy, mais il se trouve qu'il y a ici ou là des gens un peu isolés qui font leur propre Khan Academy. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns qui font leurs cours en ligne, qui mettent leurs ressources en ligne, qui les fabriquent en ligne. Comment faire pour qu'ils ne restent pas des isolats? Comment faire pour qu'ils soient en réseau? Et je crois que là, la mission laïque pourrait peut-être être un bon vecteur de promotion justement de cette école grande comme le monde, cette école française grande comme le monde. Bon, on a quelques questions. Je donne la parole à la salle. Là, on a une question. Les programmes ont été évoqués, mais évidemment, la bonne question des examens, les épreuves numériques, plus largement le contrôle de l'enseignement. Qui est-ce qui veut répondre? Les examens, le bac numérique, c'est pour demain? C'est pas justement. Si on essaie de faire un bac numérique, à mon avis, la vraie question, c'est le bac. C'est pas le numérique, c'est le bac. Il y a quelques pays qui se sont lancés dans des examens numériques. Il y a le Danemark. On a essayé au niveau des transformations des CAPES
d'avoir des épreuves qui sont déjà au niveau des concours. Ça fait quelques années qu'on y pense. Pour l'instant, le succès, il est mitigé. Il y a des CAPES qui ont déjà une dimension numérique. Je cite celui que j'ai présidé pendant de très nombreuses années, le CAPES documentation. Il avait une épreuve totalement ouverte, totalement en ligne. On interdisait juste la communication avec interindividuelle, on la filtrait. Mais pour le reste, c'était l'accès au web. On l'a introduit cette année au niveau des concours des CPE. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut évoluer. Je pense que si effectivement nos examens étaient davantage dans le monde numérique, ça changerait beaucoup de choses. Moi, je pense que les questions, on a parlé d'éducation aux médias et à l'information. Mais d'abord, il est question d'écriture. Je pense que, justement, avec Ritech déjà cité, l'autre jour, mon collègue Daniel Overlo terminait en faisant une comparaison avec ce qui se passait il y a 40 ans, avec le stylo à billes qui prenait, si je veux dire, le pas sur le porte-plume, la plume sergent-major. C'était il y a 40 ans. Le jeune inspecteur que j'étais après a encore retrouvé de l'encre, etc. Le changement, il est beaucoup plus important que ça. Est-ce que dans les classes aujourd'hui, on accepte d'écrire avec des outils numériques? Est-ce qu'on apprend à écrire numérique? Ça, c'est quelque chose qui est important. Et peut-être qu'on pourrait effectivement transformer déjà le brevet des collèges. Si on pouvait transformer le brevet des collèges et que les épreuves soient numériques, qu'on écrive numérique, je crois que ça aiderait à ce qu'on ait... parce que apprendre à écrire aujourd'hui, c'est avoir l'orthographe, l'assistance orthographique, le traitement de texte, etc. Ça, c'est entrer dans le monde numérique. Apprendre à calculer, c'est aussi être assisté en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger les tables de 8 ou de 11 ou de 12, tout ce que vous voulez. Ça, moi, je suis très attentif à ce qu'on sache par cœur, ça par multiplié par ça. Mais il faut aussi être capable d'utiliser les outils. Donc, moi, je crois qu'effectivement, avoir des examens qui sont... être capable d'évaluer ce qu'un élève peut écrire, ce qu'il sait, ça, c'est important de le faire en numérique. Est-ce que la salle veut réagir? On arrive à la fin du temps qui nous est imparti, on est peut-être même déjà un peu dépassé. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions sur ce sujet? Apparemment non. Il y en a. Petite question à l'écran. Pourquoi accepte-t-on de ne pas trouver dans un système scolaire ce que l'on trouve dans une PME? Pourquoi l'éducation nationale est-elle en retard par rapport aux entreprises ou à l'industrie? Est-ce que c'est une question de budget? Le problème, c'est que là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a transféré le béton aux collectivités locales. Après, on a transféré les TOS, je ne sais plus à quelle date c'est exactement. La question des réseaux numériques n'a jamais été traitée. On a une représentation de l'établissement scolaire, un lieu physique des enseignants. Et le système d'information, qui est le système nerveux où il est. Dans une PME TPE, c'est évident. Vous travaillez sur et dans le réseau. Vous arrivez, vous vous connectez. Pour l'éducation nationale, on travaille dans l'établissement scolaire. La question du réseau n'est pas apparue de manière aussi claire et évidente. Or, moi, ma conviction, c'est qu'on va avoir un renforcement de l'effet établissement. Toute la salle est remplie de chefs d'établissement. Mais que sur ces établissements physiques doivent se greffer des établissements virtuels. Mais est-ce qu'on doit laisser... Et si cet établissement virtuel n'est pas financé, si vous n'avez pas d'investissement numérique, moi je suis plutôt pessimiste, certains diront décliniste, les réseaux physiques qui ne se sont pas dotés de réseaux virtuels vont être attaqués, remis en cause par des gens qui vont combattre sur les contenus et sur les réseaux. Donc nous avons un effort collectif d'investissement à faire, soit par des contenus fabriqués par les établissements et les enseignants, soit par des contenus fabriqués par des institutions nationales comme Canopé. Mais la question centrale, c'est que si demain je me connecte en cherchant tel établissement et je ne trouve pas son offre pédagogique, ça vaut menace. Je vous rappelle, l'IGN menacé par Google, le CNED menacé par Google, le CNC, Météo France, tout établissement physique qui n'a pas au-dessus de sa tête un établissement virtuel sur lequel on peut se connecter, trouver des ressources, trouver des contenus, trouver des services, trouver des offres, est un établissement menacé. Je l'ai dit publiquement, à 100 mètres derrière nous, à Poitiers, s'est installée une belle entreprise que les chefs d'établissement qui viennent d'Asie connaîtront, qui s'appelle ZTE.
ZTE, Huawei, Alcatel. Quelques semaines après mon arrivée, j'ai une note sur ma table venant de ZTE me disant « Monsieur, vos contenus nous intéressent. » Ah bon? Un équipementier télécom qui est intéressé par les 110 000 pages du CNED, un peu nous vaut les yeux. Oui, parce que la bataille se jouera sur les réseaux demain. Donc la question centrale est bien celle-là, c'est des contenus fabriqués par les enseignants, et ça c'est indéniable, je ne crois pas aux contenus tombants, des contenus fabriqués par des institutions, appropriés par les établissements pour valoriser leur offre. Sinon, cette offre physique... Mais est-ce que ça ne risque pas d'engendrer une surenchère des propositions, une bataille comme aux États-Unis des offres des universités? Est-ce que ça garantit la qualité de l'enseignement? Qu'est-ce qu'on va faire passer en premier? Mais mutualisation, vous avez un très beau réseau qui s'appelle la MLF. Je n'ai jamais pensé que les établissements pouvaient recréer tout eux-mêmes. D'abord, les investissements sont lourds. Tentez de développer une infrastructure haut débit dans votre établissement, vos fermes de serveurs, vos ENT, la sécurisation, l'identification, l'authentification. Il y a un enjeu, on en a parlé avec M. Debert, il y a un enjeu de mutualisation. Il y a un enjeu phénoménal de mutualisation. Il faut chasser en bande, il faut chasser en réseau. On n'a pas 16 millions de dollars comme les universités américaines. Donc, je ne crois pas à un établissement qui se dote de toutes les infrastructures, à moins qu'il ait un mécène particulièrement riche derrière. Mais il faut mutualiser toutes les infrastructures de base pour permettre le travail pédagogique. Elles n'ont pas une très grande valeur en elles-mêmes. Simplement, elles ont un coût. Donc, à la question, pourquoi vous trouvez dans une PME ce que vous ne trouvez pas dans un établissement scolaire, c'est que cette question de l'investissement, on a rénové avec les lois de décentralisation de très très beaux collèges, de très très beaux lycées, on a du très beau béton, je vous rassure, sur l'université c'est pareil. Les réseaux internes n'ont pas été pensés, ils sont très loin de notre culture. On juxtapose l'homme et le béton, l'excellent enseignant dans un très bel établissement. C'est mort. Je suis désolé de vous le dire, nous sommes collectivement et culturellement en risque parce que le match va se jouer sur des contenus numériques. Et je ne revendique pas ma place. Je dis simplement, il va bien falloir que dans le microcosme franco-français, on se marie pour résister. Catherine l'a dit, il y a une concurrence qui vient de l'extérieur. Jean-Marc l'a dit, Jean-Marie Panazol l'a dit. Nous sommes concurrencés soit par des contenus anglo-saxons, pourquoi peiner à le dire, soit par des contenus asiatiques demain. S'il n'y a pas de saisissement collectif, or, ça a un coût. Alors, j'entends ce que dit Monsieur l'inspecteur général, que c'est un peu vulgaire d'aborder la question du financement. Mais produire des contenus, c'est coûteux. Se payer un LMS, c'est coûteux. Acheter un ENT, c'est coûteux. Fabriquer des contenus éditoriaux, ça coûte. Et je crois, on en a souvent parlé avec Catherine, c'est un investissement d'avenir. Moi, quand je vois que le CGI ne finance pas massivement les contenus scolaires, je pense qu'on a de quoi se taper la tête contre les murs. Monsieur Durper, je sens que vous... Non, mais j'entends ce que dit Serge Bergamelli. En même temps, je ne voudrais pas qu'on tombe dans une certaine sinistrose, parce que je ne suis pas sûr, en regardant un petit peu ce qui se passe, mais vous le savez, vous représentez beaucoup de pays, alors vous avez une vision très, très large. Je regarde aussi ce qui se passe en circulant et puis en lisant. Je ne suis pas sûr que tous les pays soient très en avance, et même je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays. Il faut vraiment distinguer le supérieur et tout ce qu'on dit des MOOC et autres cours en ligne, donc de tout ce marché de ce qui se fait là autour de quelques grandes universités américaines et de la résistance française autour de France Université Numérique. Ça, c'est un domaine. Il faut vraiment regarder niveau par niveau. C'est vrai qu'on n'est pas très en avance, mais je cherche dans le monde les pays qui seraient vraiment avec un niveau d'intégration du numérique important. Je les cherche. Je crois lire vraiment beaucoup la littérature sur ce sujet. Je regarde des expériences ici ou là. Je peux citer des noms. Mais il y a quand même là un problème global, mondial, sur ce que sera l'éducation. Je pense qu'il y a un problème école publique par rapport, effectivement, des entrées, des intrusions
avec d'autres sphères. J'ai cité Google tout à l'heure, Facebook et autres. Je pense que là, c'est une réaction mondiale des enjeux de citoyenneté, de démocratie, etc. Alors, j'entends tous les problèmes de logistique. On aurait pu en ajouter une couche, parce que nos écoles, au moins cette fois dans l'Hexagone, sont les petites écoles, parce qu'on... Quand on a, oui, je parle des écoles au sens élémentaire, voire maternel, beaucoup sont à 2 ou 3 classes, donc là, il n'est pas question d'une grosse architecture. Et on pourrait faire tant, si les enseignants étaient déjà très en mode réception et capacité à innover, je crois qu'on pourrait déjà faire beaucoup de choses. Donc moi, je reste quand même fondamentalement optimiste sur ce qui va se faire, parce que les outils se simplifient, parce que de plus en plus de maîtres quand même les prennent par eux-mêmes. Enfin, aujourd'hui, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans une académie que je suis particulièrement, c'était La Réunion, je vois un jeune qui est ce qu'on appelle les contractuels admissibles, j'espère qu'il est reçu maintenant, donc ce qu'on appelle les 2014 exceptionnels ou 2013-2 dans le jargon. Il fait sa classe, elle fait sa classe avec son propre micro et puis son vidéoprojecteur personnel. Je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, je dis que cette génération-là ne conçoit pas qu'on puisse enseigner sans ça. Et elle fait un usage d'une tablette, fait un usage de sa tablette extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de ressources d'ailleurs. On fait des photographies, on montre, on se connecte. Il y a plein d'usages qu'on pourrait faire qui sont assez simples, notamment dans le domaine de l'expression des élèves. Ce qui n'enlève rien aux besoins d'organisation du système dans les gros établissements. Mais on peut déjà faire beaucoup en se mobilisant directement sur des questions assez simples. Il y a une question qui nous arrive et effectivement je pense qu'elle est importante. C'est aussi la question que j'ai envie de poser, c'est la position de l'enseignant. On parlait tout à l'heure d'hybridation, mais ça veut dire qu'il doit assurer ce qu'il fait déjà aujourd'hui, avec souvent des difficultés pour caser tout ça dans un temps correct. Et il faudrait, si je vous entends bien aujourd'hui, qu'il soit en plus capable de se former ces outils, de travailler sur une plateforme, de préparer des contenus, de faire des scénarios. Quid de son temps quel est l'espace privé, quel est l'espace public. Il utilise ses propres outils, souvent technologie numérique. Qui est-ce qui vient un peu à son secours et à son aide à l'enseignant ? Moi, je vous réponds oui à ce que vous avez dit. On va répondre à plusieurs, parce que tout le monde est compétent. Et la réponse, oui. On en a parlé lors de l'ESP de Poitiers. Vous avez des LMS comme Blackboard ou Moodle. Pendant longtemps, on a dit que c'est réservé à l'enseignement à distance. Non. Moi, je pense qu'un enseignant demain, il doit savoir structurer son cours en ligne et il doit savoir utiliser une plateforme. Voilà, je pense que dans les SP, la formation aux plateformes est une formation qui va petit à petit. La question que vous avez posée tout à l'heure sur les ENT, je crois que Jean-Marie Panazol en a pensé. À l'origine des ENT, on a dit, est-ce qu'on veut connecter les communautés ? Il y avait un projet politique, d'abord, qui peut être contestable, contesté. Est-ce que vous voulez ramener les parents au contact de votre établissement ? Les réponses sont très variées, de nature très diverse. On a des oui, on a des non. Mais la question reste posée. Si vous voulez faire baisser le consumérisme scolaire, est-ce que vous voulez donner de la visibilité à ce qui se passe à l'intérieur ? Ça, c'était le projet de l'ENT au départ. Est-ce que vous voulez que les familles puissent trouver quelque chose ? On n'a pas dit ce qu'était le quelque chose. On n'est pas allé très loin. Mais que l'enseignant vienne sur des outils numériques, les chercheurs parlent de technopédagogie. Alors peut-être que là aussi, il y a des interrogations. Mais oui, enseigner avec le numérique, c'est enseigner avec des nouveaux outils. Ce n'est pas coller du numérique à du temps qui a déjà été utilisé. C'est reprendre complètement la manière d'utiliser le temps. Et je le dis tout à l'heure, à quoi ça sert d'avoir un excellent cours dispensé dans un bel établissement si cette valeur n'est pas stockée, conservée, partagée? Pourquoi ça? Enfin, je ne sais pas, vous avez la réponse, moi je pose la question. En tout cas, il y a une question. Si vous créez de la valeur, il y a des chefs d'établissement, vous créez de la valeur. Ben, les premiers qui l'ont su sont bien les hebdomadaires, qui se sont mis à classer les établissements. Donc on est tous d'accord, il y a un effet établissement. Il y a une valeur qui est créée dans l'établissement. Où est cette valeur ? Est-ce qu'elle est dans la beauté du crépi de la façade ou dans la nomination des enseignants? Et regardez ce qu'ont dit les anglo-saxons, Nouvelle-Zélande, Australie. Est-ce que vous stockez dans l'établissement? Si quelqu'un fait un travail de qualité, est-ce qu'on le retrouve? Est-ce qu'on peut le partager? Est-ce que ses pairs peuvent l'enrichir? C'est aussi simple que ça.
est-ce qu'on garde dans un serveur numérique une mémoire de l'établissement qu'on va pouvoir attaquer avec un login mot de passe? Tant qu'on a, si on est d'accord ou pas d'accord, enfin peu importe, mais tant qu'on n'a pas réfléchi à ça, on ne sort pas du système. On reste dans le lieu physique. On va peut-être donner la parole pour une dernière fois à la salle et après je crois qu'on va arrêter. Oui, Alain Voldoir, chargé de mission à la FLEC. La question qui se pose et que j'ai rencontrée comme proviseur est une question qui tourne autour de la notion d'évaluation. Ça a été abordé tout à l'heure par M. Durper à propos des concours et des examens. Un professeur qui ne voit pas sa discipline illustrée par une utilisation du numérique dans une évaluation, que ce soit un concours, un examen, ou simplement l'appréciation de ses maîtres, de ses pairs, de ses inspecteurs, se dit « mais à quoi ça sert ?» Moi, professeur de français, on me demande de faire écrire quelque chose sur le papier le jour du baccalauréat. Moi, professeur de langue, on va me faire un texte écrit. On va demander aux élèves de faire un texte écrit, très peu d'oral. À quoi ça sert? Bien sûr, je vais faire ça pour satisfaire une demande, mais je n'en vois pas vraiment l'utilité. Si en revanche, dans l'examen, il y a la nécessité d'utiliser l'outil numérique, à ce moment-là, l'enseignant s'investit. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les formations technologiques. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que ça pose la question de l'évaluation, ça pose la question du qui évalue-t-on dans le numérique? Puisque le numérique, c'est par définition des réseaux. Sauf si on utilise une calculette, là, on a affaire à un face-à-face entre l'élève et un appareil digital. En revanche, dès que c'est connecté, qui évalue-t-on? Est-ce que j'évalue l'élève qui est en face de moi ou est-ce que j'évalue le réseau Google qu'il a trouvé sur Google? Est-ce que j'évalue son copain qui lui a envoyé des informations par un mail pour l'aider à répondre à la question? Et les professeurs sont extrêmement décontenancés par cette notion d'évaluation. À tel point que les TPE ont souffert, et M. Durper, vous faisiez allusion aux TPE, ont souffert de ce problème-là en disant qui évaluait-je? Un élève va passer peut-être 3 heures tout seul dans une salle de documentation. Il aura peut-être entièrement pris son travail sur le travail d'un autre par un système ou par un autre. Qui évalue-t-on? Donc le problème de l'évaluation me paraît central. Et quand vous dites que l'évaluation des établissements, c'est aussi, c'est la qualité de l'enseignement qui est évaluée, c'est aussi une affaire de réseau. C'est-à-dire que ce n'est plus un appareil officiel d'État qui évalue, mais une rumeur qui circule sur les réseaux. Nous sommes bien au cœur d'un fonctionnement de réseau. Et c'est cet apprentissage à la vie en réseau qui me paraît essentiel dans l'apprentissage scolaire de demain. Apprendre à être dans un réseau et non plus tout seul. Voilà. Et le face-à-face, c'est quelque chose qui a vécu. Jean-Marc Perriot, et ensuite on arrête. Après, je passerai la parole à M. Debert. Juste rapidement, par rapport à la question de l'évaluation, même si je ne suis pas loin d'être le spécialiste, je pense qu'aujourd'hui, la question, elle est bien évidemment sur l'évaluation de la compétence. Et on n'est plus seulement sur l'évaluation du savoir, on est aussi sur l'évaluation de la compétence. Donc c'est pas on évalue l'élève, on évalue le prof, on évalue les compétences. Et dans cette approche-là, il faut qu'on trouve des nouveaux modes d'évaluation pour pouvoir évaluer ces compétences. Mais par rapport à la discussion qu'on a eue autour de cette table ronde, c'est bien la question des compétences du XXIe siècle qui est en jeu. C'est bien cette question-là aujourd'hui qu'il nous faut appréhender. Et surtout, moi, je terminerai peut-être par une petite touche positive. C'est bien. On va essayer sur cette touche positive. Je dis que je reprends toujours cet exemple-là parce qu'il y a plusieurs, dans les innovations technologiques telles que la France les a connues depuis maintenant près de 40 ans, on a toujours été un peu en retard à certains moments. Mais on a su rattraper notre retard très très vite. Parce que nous avions les infrastructures qui étaient là, parce que nous avions, on prend toujours cet exemple-là du Minitel. On a été les derniers à se mettre à Internet,
Cependant, parce qu'on avait le Minitel, on avait développé des usages, on avait développé, et du coup, aujourd'hui, en Europe, on est un des plus gros utilisateurs de web. Et on a rattrapé très très vite notre retard. Notre système éducatif repose sur des fondements tellement forts qu'aujourd'hui, la question de la révolution numérique, à partir du moment où on s'y mettra, à partir du moment où tout le monde aura pris conscience de la révolution dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une révolution sociétale, culturelle, voilà, économique, tout ce qu'on veut, eh ben, notre système aura on aura les fondamentaux pour pouvoir aller très très vite et faire qu'on sera en mesure de pouvoir. Et moi, je veux être dans cet optimisme-là, c'est-à-dire réellement croire que parce que nous avons notre système tel qu'il est structuré aujourd'hui, eh ben, on arrivera très très vite aussi à le faire évoluer. Voilà. Eh bien, merci. On va terminer là-dessus parce que ce serait dommage de repartir sur des pistes moins joyeuses. Monsieur Debert ? Je voudrais simplement, pas conclure, mais interpeller nos collègues de l'Éducation nationale parce que la dernière partie du propos a tourné autour de l'économie d'un système éducatif qui passe au numérique. Bon. Alors, ce n'est pas uniquement parler des outils, c'est parler de cette révolution profonde qui passe aussi par l'équipement, en même temps qu'elle envisage l'évolution des pratiques. Il faut que vous sachiez qu'ici, il n'y aura pas de révolution numérique de l'enseignement français à l'étranger s'il n'y a pas de révolution économique du système d'enseignement français à l'extérieur. Et personne ne voit ça pour l'instant. C'est-à-dire qu'en gros, l'autofinancement avance à grands pas et qu'on fait comme si tout ça pouvait se faire dans l'épaisseur du trait. Premièrement, le partenariat avec les parents devient dramatiquement important, urgent, difficile. La deuxième chose, c'est que les ressources de l'État ne sont pas interrogées, et les derniers rapports que j'ai vus sur l'enseignement français ne disaient rien là-dessus, sur leur affectation. Or, les ressources de l'État affectées à l'extérieur sont massivement placées sur les personnels enseignants, avec une masse, je ne dirais pas inerte, mais une marge de manœuvre extrêmement étroite pour travailler sur cette innovation-là. Je ne fais que poser la question, mais nous avons besoin d'une véritable coalition si nous considérons, que ces établissements français à l'extérieur mourront s'ils n'ont pas accès et ne pratiquent pas un enseignement d'un type entièrement nouveau, puisque leur voisinage, eux, le fera. Je suis absolument stupéfait, et il faut qu'on fasse cette étude, peut-être que le CIEP nous y aidera, de voir que des systèmes étrangers sont lourdement financés, alors que le nôtre l'est de moins en moins, ou en tout cas de façon de plus en plus inadéquate par rapport aux enjeux de l'enseignement, même scolaire, demain. Je ne parle pas du supérieur. Et donc ce sujet est un sujet fondamental, mais ça veut dire aussi que vous, en tant qu'opérateur de l'éducation nationale, il faut que vous nous aidiez à faire cheminer cette idée qu'il y a des moyens nationaux à mettre sur l'enseignement français à l'étranger, par la ressource, par la formation au moins, en attendant que l'on puisse faire mieux, pendant que nous travaillerons à ce partenariat avec les familles, qui est fondamental, et Dieu sait pourtant si dans la période actuelle de difficultés économiques mondiales, on a du mal à le faire. Voilà.